Only keep it real musically, jabroni. Seems a little something you can circle, but you don't be. Slowly but surely I can feel the ever-present evanescence of the now rain down and I'm blitzed. Blasted, on the brink, past it. On a road path, giving birth to the antics of crown, y'all tripping. Hounds bark kittens on me out, cause we're living in the now, plus smooth on the groove ting. And we keep it moving, 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 keep it moving. Don't look back, live a little, don't look back. Keep the ball rolling, the moment is golden and pure love. Salut, c'est Shaman de Ludovox, nous sommes toujours à PEL pour cette édition 2016 et j'en suis avec XM74, c'est ça? Ouais, c'est ça, XM74. Voilà, donc qui est connu aussi sous le nom, sous le pseudonyme de Sébastien Gaspard, un des trois fondateurs de Blam. Bon alors, en fait on est 4, mais on est 3 sur le salon. Ok, très bien. Alors, du coup, on va commencer par parler un petit peu de toi avant de parler de ce prototype qu'il y a devant nous. Est-ce que tu peux nous dire comment est venue l'idée de créer Blam? Et puis peut-être aussi, est-ce que tu avais déjà un petit peu d'historique dans le monde du jeu avant Blam? Alors, le monde du jeu. Alors, si je commence une historique, ça va aller loin, parce que ça remonte à 97, où là, je me suis retrouvé en école d'ingénieur et j'ai un copain qui est venu qui m'a dit « Tiens, essaye ça ». Il m'a posé sur la table Zax Nimt à l'époque, qui s'appelle aujourd'hui C'est ce qui prend, puisqu'il était édité en français. Et là, c'était une catastrophe parce que depuis, je joue. Tout le temps. Toujours. Donc, j'ai joué beaucoup. Donc, en 97, il n'y a pas beaucoup de jeux, c'était de l'import, donc c'était facile de suivre. J'ai joué. Après, j'ai aidé Ludocortex à faire les salons. Ensuite, Ludocortex a gagné le stand officiel du salon de Cannes. Donc quand il y a des gens qui animent le salon à Cannes sur le stand de l'Asdor, c'est mon association qu'on a créée avec Ludocortex. Voilà. Juste pour récapituler, pour les gens qui ne connaissent pas Ludocortex, on parle de la boutique là. On parle de la boutique sur internet et à Annecy physiquement. Voilà. Donc l'association qu'on a créée s'appelle Annecy Ludique, on l'a créée en 2012, 2011 ou 12, je ne sais plus. Et depuis tous les ans, on gère le stand de l'Asdor, voilà. Donc j'ai fait mes armes là-dedans et puis je connais bien le monde du jeu. J'étais de plus en plus avec des professionnels parce que organiser des salons, ça nous fait un rapport avec des professionnels. J'avais envie d'essayer des trucs et puis j'ai trouvé 3 associés pour lancer un truc. On savait pas quoi et puis voilà. Alors tu disais le premier jeu ça a été Celestia. C'était il y a quoi, un an et demi? Alors Celestia, c'est une histoire qui commence il y a à peu près 4 ans. On s'est dit on veut créer une boîte de jeux, on va trouver un jeu. On a mis 2 ans à trouver le jeu. Et un jour on a sorti Cloud9 et puis on s'est dit ça, moi je le voulais et je le trouvais pas. Celui qui l'a ressorti, il a dit ça c'est quand même un super bon jeu. Les 2 autres connaissaient pas, ils ont dit il est génial. Puis on a dit on va essayer. Donc on a appelé l'auteur, il nous a dit que c'était libre. Donc on a dit on va essayer, on va se lancer, on va créer la boîte pour ça. 1 an de travail. On crée la boîte, 1 an après, on sortait le jeu. Et depuis, on a vendu 30 000 boîtes. Donc c'est une belle réussite. Mais à quel moment, tu vois, tu dis il y a 4 ans, tu t'es dit je vais essayer quelque chose, mais vous vous êtes dit on fait ça juste comme ça pour rigoler, on s'est dit on fait vraiment quelque chose pour vivre, on fait quoi? Alors on voulait pas faire un truc pour rigoler, c'était pas le plan d'en vivre tout de suite. C'est-à-dire que dès le départ, on voulait faire un jeu, pas un truc d'auto-édité, parce qu'on avait nos jeux, mais on sait que la petite auto-édition dans son coin, ça marche pas. Donc on a tout de suite créé une SAS dans le but d'être un éditeur indépendant et on voulait tout de suite faire quelque chose d'un peu plus carré ou gros ou professionnel en fait. Quelque chose de plus professionnel qu'un éditeur, un auteur qui décide de faire son petit jeu dans son coin. Donc là, ça va être votre 2e jeu, Edenia. Avant qu'on parle précisément du jeu, la logique pour toi, c'est quoi? C'est que vous allez faire un jeu par an, tous les 2 ans, vous allez voir en fonction de comment vous réussissez à développer, comment ça va se passer? On fera les jeux qu'on arrive à faire quand on aura envie de les faire. Est-ce que tu as l'impression que tu te dis que tu pourras arriver à faire un jeu par an ou tous les 2 ans? Alors, un jeu par an, c'est le minimum. Voilà, on a des trucs dans les tuyaux, on a un jeu, en fait là l'année prochaine on va en sortir 2. Donc cette année on va peut-être faire un petit quelque chose en plus aussi à côté, on a des petites idées de jeux de rôle qui traînent aussi et en fait on a des projets, on va faire au moins un gros jeu par an. Donc
Celestia, on considère que c'est un gros jeu en termes d'édition. Edenia, on a un gros. Et quelques side projects qui sont des plus petits jeux qui nous prennent moins de temps à faire, mais sur lesquels on essaye de faire quand même de la qualité, donc qui nous prennent quand même du temps, mais qui sont des side projects, c'est pas ceux qui nous guident toute l'année. D'accord. Alors, on va parler un petit peu d'Edenia en lui-même maintenant. Donc, c'est un prototype actuellement, c'est pas une version définitive. C'est Mathieu Lanvin, l'auteur, c'est ça. Est-ce que tu peux nous pitcher rapidement le contexte et puis nombre de joueurs, âge, durée? Alors, nombre de joueurs, c'est de 2 à 4. On joue des petits moutons de l'espace, là. Voilà, donc là, pour l'instant, on en a. C'est des prototypes imprimés. Ils seront mieux que ça, en plastique. On en aura 3 différents. Et donc, on a tout bouffé, là, sur la planète où on est, au départ. Et on va aller découvrir l'univers pour atteindre la planète mythique d'Edenia où on sait qu'il y a à manger. Voilà, c'est juste, voilà, on est juste des bêtes moutons. On a tout bouffé et on a faim. Ok, donc c'est quand même des moutons assez évolués parce qu'ils ont des jetpacks, je crois. Eh ben oui, alors les humains ayant complètement disparu, les moutons ont pu prendre le pouvoir. Et enfin, parce qu'il faut pas le dire, les moutons sont les deuxièmes les plus importants, les plus intelligents de la planète. Après, pas les humains, après les dauphins. Donc les humains ont disparu et les moutons ont pris la technologie. Et par contre, ils sont un peu cons parce qu'ils ont tout bouffé, donc ils ont pourri la planète. Et ils veulent partir en trouver une autre. D'accord, donc c'est un jeu complètement compétitif, hein. Il n'y a que le joueur qui réussit à amener ses moutons. Comment ça marche, qui va le plus? On peut jouer en coopératif, mais on va perdre. Très bien. Alors, explique-nous comment ça marche alors. Alors, à son tour de jeu, on choisit un de ses moutons et on l'envoie explorer l'espace. Donc sur chaque tuile, il y a 3 chemins, enfin plus par côté. Donc un chemin d'étoiles, un chemin d'astéroïdes et un chemin de nébuleuse. Donc on choisit, on prend son mouton, on l'amène au bout de la tuile et on prend une nouvelle tuile qu'on met dans le bon sens avec la petite étoile. Tac, et ça ouvre un chemin. Tac, il conduit son chemin jusqu'au bout de l'univers. Une fois qu'il a fait ça, il s'arrête, on joue un autre mouton. On n'en met qu'une tuile par tour. Quand tu dis un autre mouton, d'un autre joueur ou toi? D'un autre joueur. Donc l'autre joueur prend son mouton, hop, il passe par, mettons il prend celui-là, il passe par le tunnel, hop, et puis il va par là. Donc dans le tunnel, on choisit où on va. Et ainsi de suite. Donc là j'explique en jouant, parce qu'on essaye de faire une règle qui fait pareil. C'est-à-dire qu'en 3 minutes, on met en place et on commence à jouer et on lit la règle quand on arrive sur les événements. Donc là il manque un turbo trèfle. Là j'arrive ici, tac, c'est un bumper. Les bumpers, qu'est-ce qu'ils font? Ils renvoient dans l'autre sens et on peut reprendre un autre chemin. Donc par exemple le chemin nébuleux, tac. Et ainsi de suite. On peut découvrir des mini-planètes, on peut découvrir qui vont nous donner des artefacts, on va trouver des grosses planètes qui vont nous permettre de poser des drapeaux qui font des points. Voilà. Et donc il y a 3 buts du jeu. Un de course, donc la course c'est le premier qui apporte les 3 moutons sur Edenia à gagner. Un au point, donc quand il y a 6 places sur Edenia, enfin suivant le nombre auquel on joue, il y a 4, 5 ou 6 places sur Edenia. Quand on arrive sur Edenia et qu'on a pris le dernier trésor, ça s'arrête et on compte les points. Et le troisième moyen, c'est la règle universelle, c'est à un moment, n'importe quand dans la partie, si on a cumulé 42 points, on a gagné. Pile 42, pas plus, pas moins, 42. D'accord, je vois d'où ça vient, donc c'est H2G2, c'est ça? C'est un peu ça, c'est la réponse à la question sur la vie, l'univers et tout le reste. Donc y compris Edenia, 42, on gagne. Alors, quand tu peux gagner des points en dehors de simplement arriver sur la planète? Alors les points, il y en a sur les artefacts qu'on trouve sur les planètes. Donc les planètes, on en a plein, elles sont toutes différentes. Donc les mini-planètes, ça ressemble à ça, ça ou ça. Voilà. Il y a un symbole qui dit poser des artefacts dessus, donc on ne peut pas se tromper. Les artefacts, ils ont tous le même dos. Donc on en met 2 sur la planète. Quand on arrive sur une planète, on prend les 2 artefacts, on les regarde, on consulte leur pouvoir dans la règle où on les connaît, et ils ont des points dessus. Donc là, il y a des points et un pouvoir. C'est cumulatif. Les trifoliums qu'on trouve à l'arrivée sont là. Les turbotrèfles, qui sont des choses qui nous permettent de faire 2-3 petites actions dans le jeu, font 1 point chacun. Et quand on pose un drapeau sur une grosse planète, c'est 7 points. Quand tu poses un drapeau, c'est quoi? C'est le premier qui arrive, il colonise? Alors, quand on arrive sur une planète, il y a des turbotrèfles. Donc une planète, elle arrive avec 3 turbotrèfles. Quand on arrive sur une planète, soit on prend un turbotrèfle, soit on pose son drapeau. Donc drapeau, ça c'est pas le mien, mais tant pis. Le drapeau étant posé, il rapporte 7 points tant qu'il est là. Par contre, si quelqu'un arrive, il a à nouveau ce choix. Soit prendre un turbotrèfle, soit poser son drapeau. Mais comme il n'y a qu'un drapeau sur une planète, on vire celui de l'adversaire.
Au niveau des spécificités de déplacement, là tu vois, donc je voyais que donc on a 3 types de chemins possibles. Comment ça marche? Est-ce que par exemple je peux continuer à me déplacer sur un chemin tant que je rencontre pas quelque chose de spécifique, c'est-à-dire tant que je rencontre pas une planète ou quelque chose qui m'arrête parce que c'est le bord? Donc on s'arrête sur les planètes, les grosses, pas les petites. Les petites on a le choix de s'arrêter et sinon on continue tant qu'on veut, tant qu'on a de l'espace connu. On ne remet qu'une tuile d'espace inconnu par tour, mais tant qu'on a de l'espace connu, on peut avancer. Il y a aussi les téléporteurs qui sont des choses comme ça, là, qu'on trouve là sur les tuiles, mais aussi sur des tuiles de jeu qui peuvent sortir. Voilà, forcément, j'en tire pas, voilà. Et donc, un téléporteur, quand on est dessus, on s'arrête. Mais au tour d'après, on peut partir de ce téléporteur et aller sur n'importe quel téléporteur, gratuitement si c'est un téléporteur de la même couleur, ou en payant un turbo trèfle pour aller sur une autre couleur. Et on continue le chemin en partant du nouveau téléporteur où on est allé. Est-ce que ça arrive que parfois, toi tu as laissé ton mouton par exemple ici et tu te rends compte qu'il y a une route qui te permet à coup de téléporteur, de booster, de bumper d'arriver direct ici? Ouais, exactement, ça arrive assez souvent. Donc laisser un mouton sur la planète de départ, c'est un risque, mais ça peut aussi être quelque chose qui nous permet de gagner parce que du coup on l'amène en 1 ou 2 coups, alors que quand il faut découvrir l'univers, il en faut une dizaine. Est-ce que donc quand Mathieu Lanvin vous a amené ce prototype, c'était déjà le même thème, la même idée? Alors on a gardé le thème, on a changé tout l'esprit, on a gardé les moutons, ils étaient mignons, on les a changés quand même un petit peu, mais on est gardé sur le thème, c'était déjà des moutons avec des jetpacks, ils partaient d'un univers, bon, il s'appelait Spaceship, sauf qu'on ne pouvait pas l'appeler Spaceship parce que ça existe déjà. Il a gagné le concours de Boulogne en je sais plus quoi, 2011 je crois. Et donc on est resté sur l'idée parce que nous quand les auteurs ont une idée qui est sympa, on la garde. Je veux dire, bon, Edenia, on est resté, on a changé un petit peu le thème, mais c'est quand même des choses qu'on va découvrir, des choses dans les airs. Là, on était dans l'espace, on est resté dans l'espace, le thème nous plaisait. On a cherché un illustrateur qui était capable de faire ce qu'on avait dans la tête pour ce monde-là. On est tombé sur Camille Chaussy, donc, qui a fait Tong et qui en a fait d'autres, mais je ne sais plus lesquels, parce qu'ils ne sont pas encore sortis. Et donc, elle a très bien réussi à retranscrire ce qu'on avait. Donc la difficulté, c'était les chemins, parce que là-dessus, c'était vraiment très très dur d'avoir 3 chemins distincts qui collent dans l'espace et qui ne surchargent pas la tuile. Ok. Est-ce que tu veux nous dire d'autres choses? Je sais pas, par exemple, quand tu penses que ça sera prêt? Est-ce qu'il te reste encore à faire? Est-ce qu'au niveau de développement ou... Alors là, le jeu est fini. Les figurines ont déjà commencé à être fabriquées. On est sûr d'en avoir à Essen. On n'est pas sûr de ne pas devoir payer un transport en avion pour l'avoir à Essen. Par contre, on fabrique que les figurines en Chine. Et on fait le reste en Europe, parce que voilà, on n'a pas eu le choix sur les figurines, on n'a pas réussi à les faire fabriquer en France. On a essayé, on n'a pas réussi. C'est pour ça qu'on a du retard d'ailleurs. On a perdu facile 1 mois et demi à chercher un fabricant français, on n'a pas réussi. Donc voilà, du coup on fait fabriquer les figurines en Chine, mais par contre on assemble le jeu en Europe parce que pour nous c'est important. Est-ce que ça sera tout de suite en plusieurs langues disponible ou ça sera une version multilangue ou... Alors là, on fait une version française, on aura l'anglais dedans parce que c'est important qu'on ait l'anglais au cas où. Derrière, on va faire... donc là, Essen, on essaye un truc là. On est des jeunes éditeurs, on essaye des trucs. Donc là, on va en fabriquer pour la France. Et ceux qui sont en petite quantité, qui prennent la version anglaise. Et à Essen, on va se présenter auprès des éditeurs avec un jeu terminé. Donc nos co-éditeurs avec lesquels on a fait Celestia. Et on va leur proposer celui-là. S'ils le prennent, on fera un 2e tirage pour avoir une sortie mondiale, je pense pour Cannes. D'accord, ok. Est-ce que c'est un jeu sur lequel tu veux mettre un petit peu de suivi sur la durée, si c'est un jeu qui marche bien? Est-ce que vous avez des idées? Tu avais l'air de penser déjà à quelque chose que tu me disais en off tout à l'heure. Alors on n'a pas encore d'idée exacte sur les extensions, par contre on sent qu'il y a un potentiel à rajouter des choses. C'est pas un but en soi, mais c'est quelque chose qu'on fera peut-être, sûrement, enfin je sais pas, ça dépendra du succès du jeu, de notre envie, des propositions de Mathieu et tout ça. Bon bah écoute, merci Sébastien de nous avoir représenté Edenia, puis de nous avoir un petit peu parlé de toi et de la société Blam. Pour tous ceux qui nous regardent, à bientôt sur Ludovox.